Alors, comme je leur dis toujours, vous êtes ici parce que vous êtes convaincus, mais je vais faire vous donner des arguments pour convaincre vos voisins. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement une fois que vous avez C'est vrai, c'est vrai. On a encore de la marge. D'ailleurs, on est dans les questions. Qu'est-ce que c'est pas le mien. Ouais, qu'est-ce qu'ils infusent ensuite au sein via les différents médias. Est-ce que ce sera intéressant pour nous? Ouais, c'est très joli. C'est très joli ce document en fait. C'est sympa. C'est non, fait chez il nous, est très bien. c'est la com chez nous qui a fait ça. Il est très très bien. Il est très. Non, oui, Tu regardes le dos, t'as aussi. oui, parce qu'il a des yeux, parfaits, un peu interrogatifs. Ah oui, je pousse beaucoup. Alors, il garantit sur une utilisation pour améliorer la qualité des jeux. C'est vrai, et ça veut faire une contre-émission. Parce qu'ils mettent la main sur leur cœur, et vous savez, on a mais ça va bien. C'est évident. La question, c'est quand. Exactement. Oui, c'est pour chacun. Oui. Elle peut commencer. Je suis là. Je sais pas si j'ai besoin de... Est-ce que ça faut... Ouais, parfait. On peut commencer? Super. Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, merci beaucoup à la CNIL d'avoir organisé cet événement. Je suis ravie d'introduire et de modérer cette table ronde intitulée « Jeux vidéo, que font nos enfants en ligne ?» Un sujet qui me parle tout particulièrement puisque je travaille pour la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, pour laquelle je suis en charge des questions de lutte contre la haine en ligne. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet assez conséquent autour des enjeux de citoyenneté dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est surtout un sujet, évidemment, qui touche de près de nombreuses familles, puisque, vous le savez très bien, les jeux vidéo sont omniprésents dans la vie des jeunes. Selon la dernière étude du CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, 93% des 10-17 ans jouent aux jeux vidéo. Parmi eux, 22% jouent plusieurs fois par jour et 40% jouent tous les jours ou presque. Les jeux vidéo sont aussi une activité sociale importante puisque 81% des jeunes jouent à plusieurs et 48% se sentent appartenir à une communauté. Alors pendant longtemps, les jeux vidéo ont été diabolisés, ils ont été considérés de facto comme nuisibles pour les enfants et leur bien-être. Cependant, au fil des années et des études, il est apparu que la réalité est évidemment beaucoup plus complexe. Une étude menée par l'UNICEF et qui a été publiée le 30 avril dernier démontre que les jeux vidéo peuvent avoir un impact positif sur les enfants,
à condition qu'il soit bien conçu. Et au-delà de cette étude qui est très récente, il a été prouvé via de nombreux travaux, notamment menés par nos experts ici présents, que les jeux vidéo offrent de nombreuses opportunités. Ils peuvent être évidemment des outils éducatifs puissants, stimulant la créativité et la pensée créative et la pensée critique. Ils peuvent aussi offrir un espace social où les jeunes peuvent se connecter et collaborer avec leurs pairs à travers le monde. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir une vision angélique des jeux vidéo, qui comporte évidemment des risques, en particulier pour les jeunes publics qui sont nécessairement plus vulnérables que les autres. Donc en 2018, l'OMS a reconnu officiellement le trouble lié aux jeux vidéo comme étant une maladie. Et par ailleurs, les interactions entre joueurs, on le sait, peuvent parfois dégénérer en discours haineux, en cyberharcèlement aussi parfois. Certains jeux contiennent des scènes de violence explicites et véhiculent des stéréotypes de genre. Il y a aussi la question des microtransactions et des achats in-app qui posent des problèmes financiers et éthiques. Et puis la collecte et l'utilisation des données personnelles par les jeux vidéo qui soulèvent bien évidemment des enjeux de confidentialité et de sécurité. Donc déterminer le bon usage des écrans pour nos enfants, c'est clairement pas une tâche facile. Preuve que le sujet d'ailleurs est encore en gestation, même au niveau des pouvoirs publics. Le mois dernier a été remis au président de la République un rapport par une commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans. Le sujet est évidemment très complexe. En tant que parent, il est souvent difficile de naviguer entre toutes ces informations, de comprendre comment les enfants pratiquent le jeu vidéo. Et donc nos éminents experts sont là pour vous aider à mieux comprendre, je crois, les enjeux liés aux jeux vidéo et aussi vous aider à mieux guider les enfants dans leur utilisation. Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies et du CNUM, le Conseil national du numérique, et enfin créateur des balises 36912, dont il vous parlera, et auteur évidemment de nombreux ouvrages sur les jeux vidéo. À ma gauche, j'ai Alessandro Soriani, chercheur en pédagogie à l'Université de Bologne et expert auprès du Conseil de l'Europe, auteur notamment d'un guide récent sur la culture des jeux vidéo. J'ai également Olivier Gérard, coordinateur médias et usages numériques à l'UNAF, donc l'Union nationale des associations familiales, qui a notamment développé l'outil Pédagogeux et qui pilote un label pour les parents sur le numérique. Et enfin, Xavier Delporte, directeur des relations publiques de la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et en charge des activités d'éducation du numérique. Merci à vous tous et d'avoir répondu présent. Et je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet avec une première question pour Alessandro concernant plutôt les jeux, les jeux en soi dans un premier temps. Donc Alessandro, vous avez étudié en profondeur les différents aspects des jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les types de jeux vidéo, aussi les budgets de production, les valeurs esthétiques peuvent influencer la qualité et les messages des jeux vidéo? Et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre toute cette diversité en fait dans le jeu vidéo pour apprécier pleinement les jeux vidéo et leur impact potentiel sur les joueurs? Merci à tous pour être ici. Je vous demande pardon pour mon français. Comme vous entendez, c'est vraiment un peu rouillé, mais ça va, vous comprendrez, je suis sûr. Et, alors, merci aussi pour m'avoir invité. Et je voudrais commencer à répondre à cette question en disant qu'en effet, les jeux vidéo ont très évolué pendant les dernières années, sur le plan artistique, sur le plan de la qualité des expériences qui sont véhiculées par les jeux vidéo, mais aussi en termes d'importance des sujets abordés par les jeux vidéo. Et donc, il faut faire aussi trois prémices importantes. C'est quand on parle de jeux vidéo, il faut éviter toujours de parler des jeux vidéo en termes généraux. Parce que les médias, c'est un média très complexe, très diversifié. Et donc, en répondant à la question, il est diversifié dans plusieurs des aspects.
il y a, par exemple, les différents modèles de production. Donc, il y a les grandes productions, les AAA, AAA, je ne sais pas comment se dit en français, et les petits jeux indépendants. Donc, il y a vraiment les grands GTA 5 ou 16, qui sont les plus chers jeux vidéo de l'histoire de Medium. Et après, les petites productions comme Braid, Gris, même aussi, j'ai eu l'occasion de voir des petites productions Ubisoft aussi. Donc, même les grandes maisons de production, ils font des petits jeux. et là, c'est important de comprendre ça parce que aussi le risque d'entretien non, les risques d'emprise, voilà, c'est beaucoup plus haut dans les grandes productions et donc le type de contenu qu'ils sont véhiculés, il peut risquer moins. C'est difficile aussi de mettre des protagonistes femmes, par exemple, dans les jeux vidéo. C'est difficile de mettre des protagonistes bisexuels. C'est difficile de mettre des protagonistes avec des disabilités si tu veux vendre le jeu à la plupart des gens. Et si tu as payé cher pour un jeu vidéo, c'est difficile, non, de faire... de trouver un compromis. Mais quand même, les petits jeux vidéo, ils sont plus... ils peuvent risquer plus. Donc, les types de sujets abordés, les types de contenus, les types de représentations, ils peuvent être plus courageux, ils peuvent être plus proches à des valeurs d'auteur plutôt que des valeurs commerciales. Et ça, c'est une autre question importante parce que quand on pense à des jeux vidéo, ils sont des produits d'une industrie de l'entretien. Et donc, il faut penser qu'ils sont des produits qui sont faits pour vendre de l'argent. Ça, c'est l'aspect économique, c'est vraiment très présent et il ne faut pas l'oublier quand on pense à utiliser ces potentiels médias dans des contextes éducatifs. Mais il y a vraiment des exemples qui sont virtueux, qui utilisent les médias vraiment pour véhiculer des messages, pour véhiculer une vision autorielle. Et donc là, c'est vraiment une des plus grandes différences entre les jeux vidéo. D'autres questions, c'est plutôt aussi les modèles de distribution de jeux vidéo qui vont bien sûr impacter sur cette dynamique. GameFound, Kickstarter, plateformes de financement des jeux vidéo, ils vont aussi aider les petits développeurs à trouver l'argent pour ces projets. Et aussi les différents mécanismes du jeu. Bien sûr, les mécanismes du gameplay, ça va changer beaucoup. Et aussi les modèles d'interaction entre joueurs. Donc, on a les jeux coopératifs, les jeux compétitifs, les jeux qui mettent en place une interaction entre joueurs qui est synchrone ou asynchrone. Donc là aussi, va changer beaucoup. Et, par exemple, il y a un jeu vidéo très intéressant qui se joue en deux personnes. Et la deuxième personne, il est en face de l'ordinateur, mais il ne peut pas regarder l'ordinateur. Il a un bouquin d'instructions pour démonter une bombe. Ouais. Et donc l'autre, c'est assis devant la bombe et les deux joueurs, ils doivent communiquer entre eux. Mais c'est très intéressant parce qu'ils mettent en place un moyen d'interagir totalement différent dans les modèles que nous avons dans la tête quand on pense à des jeux vidéo en ligne ou des jeux vidéo multiplayer. Et donc ça, c'est un peu les contextes, qui sont très différents, très complexes et connotés aussi
par des aspects qui sont liés à la grammaire du médium, mais aussi à la grammaire des mondes de la consumer awareness, de la sensibilisation à l'être des consommateurs et tous les aspects économiques. Donc ça, c'est un autre point de vue très intéressant, je trouve. Tu as besoin des slides ou pas? Après. À quel moment? Ça peut être intéressant d'avoir. Oui, là ça c'est GTA 5. Comme vous voyez, c'est une des grandes productions de jeux vidéo, c'est très connu. Et les protagonistes sont trois hommes, voilà. Et après, il y a aussi les petits jeux. Et ça, c'est un des plus intéressants exemples, ça s'appelle Gris. Et c'est en fait un jeu qui parle des phases d'élaboration de la mort de quelqu'un. Je ne sais pas comment dire. De la mort de quelqu'un. Lutto. L'élaboration d'un lutto. Ok, ça va. Quand quelqu'un il meurt, il doit passer des phases voilà, de deuil. Voilà, merci. Et là, c'est intéressant parce que c'est un petit jeu vidéo, un petit projet, mais très inspiré du côté artistique, du côté musical aussi. Et même le gameplay, c'est très lié à la thématique. Donc, il y a les pouvoirs que la fille protagoniste elle va à gagner, qui sont des pouvoirs liés à les phases de cette élaboration. C'est tout mélangé très efficacement. Et juste la dernière approfondissement sur le gameplay. Un autre jeu très intéressant, c'est celui-là, Outer Wilds. C'est très connu, peut-être au moins dans les contextes de jeux vidéo. Et apparemment, c'est un jeu en première personne comme Doom ou comme voilà, Call of Duty. Mais dans les mécaniques du jeu, vraiment, ils peuvent être que deux totalement univers différents. Là, c'est un jeu d'exploration où il n'existe pas une évolution du personnage en termes de caractère du jeu, mais l'évolution que tu peux faire dans le jeu, ça passe parce que c'est le joueur qui va connaître des moyens de se déplacer pendant cet univers. Et donc, c'est vraiment un unicum, je pense, dans le monde du jeu vidéo, parce que c'est la connaissance, la vraie connaissance. Donc, je vous montre cet exemple. Il y a des tornados, et ces tornados, ils vont jeter ta navicelle spatiale dans l'espace. Mais pendant tes navigations, il y a un document que tu peux lire qui dit qu'un de ces tornados, il tourne dans un sens contraire les autres. Et donc, le joueur, en lisant ça, a la connaissance de voir le monde du jeu d'une façon différente. Et là, c'est vraiment le mécanisme où tout le jeu est conçu. C'est un jeu très difficile, il faut vraiment rester vigilant de tous les messages et toutes les situations du monde. Normalement, on a vraiment des jeux vidéo qui accompagnent les joueurs par la main, avec les flèches pour lui dire où aller. Et donc, c'est vraiment une façon totalement différente de concevoir des jeux vidéo. Ça, c'est un peu... Et sinon, aussi, en termes de thématiques abordées, là, c'est un autre exemple très intéressant qui s'appelle Papers, Please. Et c'est une simulation, on peut dire, de contrôle des documents à la frontière. Et là, c'est vraiment, tous les jeux, c'est basé sur des choix éthiques et vraiment difficiles à prendre par les joueurs. Et selon le choix que tu peux prendre, il y a des différentes finales qui vont un peu bouleverser la situation de la politique du monde ou bien à
maintenir les choses comme ça. Donc c'est vraiment aussi intéressant de voir comment un jeu peut faire face à des thématiques très actuelles et très compliquées, non? Mais c'est possible parce que c'est un petit jeu. C'est un petit jeu conçu par un auteur qui disait « moi je veux faire ça ». Et je ne veux pas descendre à compromis sur les thématiques, sur les types de représentation et tout ça. Donc ça c'est très important, c'est très important. Merci beaucoup Alessandro. Alors effectivement, à la diversité des jeux vidéo, comme on vient de le voir, s'ajoute aussi, il me semble, la multiplicité des expériences de jeu. Olivier, vous qui travaillez pas mal sur l'accompagnement des adultes, que ce soit les parents ou les professionnels, pour un usage numérique plus éthique, plus responsable, comment est-ce que vous voyez ça? Quels sont les facteurs qui influencent l'expérience de jeu en général, et aussi quel est le rôle que peuvent jouer les adultes, notamment les parents, dans l'expérience ludique des jeunes? Je vais tenter ce micro, ça marche. Donc effectivement, pour répondre, les facteurs qui peuvent influencer l'expérience de jeu, alors Alessandro en a parlé un certain nombre, évidemment, ça va dépendre des jeux auxquels on joue, ça paraît tout bête de le dire. Mais c'est parfois important de se rappeler qu'il y a cette diversité qui a été évoquée. Aujourd'hui, on a des genres de jeux qui sont extrêmement variés, on a des modalités de jeux qui sont extrêmement variées. Alessandro en a évoqué un certain nombre. On voit qu'aujourd'hui, même à travers le même jeu, on peut jouer sur des modes de jeu différents. On peut jouer seul, on peut jouer en équipe, en coopération, en compétition. On peut jouer en équipe contre l'ordinateur ou contre une autre équipe. Et il y a plein de manières de jouer. Et ça, évidemment, l'expérience de jeu ne va pas être du tout la même. Et puis, c'est des choses qui évoluent de manière extrêmement importante. Par exemple, c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, on a une thématique qui apparaît. C'est la question du rapport à la difficulté du jeu. Aujourd'hui, on a des interrogations, y compris alors, de grands studios ou de petits studios, de se dire est-ce que finalement on doit proposer des modes de jeu qui soient de niveaux différents systématiquement, et aujourd'hui vous avez la possibilité dans certains jeux finalement de passer en mode facile pour éviter d'avoir à recommencer un certain nombre de niveaux. L'expression c'était un die and retry, c'était on meurt et on recommence. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, par exemple, qui est re-questionné par un certain nombre de joueurs. Et donc, on voit que les modes de jeu évoluent. Et en fait, c'est pas anodin parce que lorsque vous jouez à un jeu vidéo, que vous devez affronter un méchant et que vous devez l'affronter à plusieurs reprises, développer une stratégie, réfléchir à la manière de le battre, on voit que les impacts et la manière dont le jeu va impacter finalement le joueur ne sont pas du tout les mêmes que si vous prenez le même jeu et que vous décidez finalement de passer en mode facile pour rapidement passer ce niveau. On n'est pas du tout sur un impact qui est le même. Donc on voit que ces modalités de jeu-là, elles évoluent, elles sont aussi liées d'ailleurs au modèle économique, tu as évidemment raison, cette question du risque, cette question de ce qui va être proposé, parce que il faut à la fois répondre aussi aux besoins des joueurs, aux demandes des joueurs, et la réponse qu'on va apporter ne sera pas la même si on est un gros studio que si on est un petit studio indépendant. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ce qui va être aussi important, c'est est-ce qu'on est dans, alors on va dire il y a les modalités, il y a aussi ce que j'appelle moi une forme de mobilité ludique, c'est-à-dire est-ce qu'on est uniquement dans l'univers du jeu, et on voit qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans quelque chose qui est à la fois l'univers du jeu, l'univers des réseaux sociaux, et que finalement notre expérience de jeu va pas être du tout la même. C'est-à-dire qu'on est passé en quelques années d'une pratique du jeu qui était essentiellement centrée sur le jeu, finalement à une pratique, à une activité d'interaction, d'échange, de culture, de communication, où le jeu était des éléments du tout, mais pas forcément l'élément central. Et ça, évidemment, ça veut dire que cette pratique du jeu-là, la pratique du même jeu ne sera pas la même en fonction de la place finalement qu'occupe l'activité jeu dans cette diversité-là. Et puis le troisième élément, je pense, c'est la question de la motivation à jouer. Pourquoi est-ce que finalement on joue ou pas à un jeu? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On peut avoir des jeux identiques et où finalement chacun va jouer pour des raisons différentes. Les motivations à jouer, elles sont nombreuses. Ça peut être d'abord
se divertir, prendre plaisir, s'amuser. Ça peut être l'idée de la compétition, du challenge, du défi. Ça peut être la dimension sociale, vous l'avez évoqué, l'envie de communiquer, d'échanger, d'être en interaction avec d'autres. Ça peut être aussi simplement l'envie de découvrir, d'explorer, de déployer son imaginaire. Ça peut être aussi une volonté de créativité, de toute la question par exemple, de la customisation de personnages. Ça peut être aussi l'envie de réussir. Ça rejoint un peu la compétition d'ailleurs. La réussite, par exemple, on a tous les phénomènes aujourd'hui d'accumulation de récompenses, d'accumulation d'objets, d'accumulation de personnages dans le même jeu. Et ça impacte évidemment l'expérience de jeu, puisque finalement, on va avoir des joueurs qui vont pas tant jouer que en permanence et essayer de démultiplier toute la collection, de vouloir tout avoir, ce qui pose d'ailleurs aussi des questions en termes de coûts, et ça je crois que Serge en parlera aussi sur cette question des liens qu'on peut avoir avec les jeux d'argent, et parce qu'il y a des mécanismes évidemment et des modèles économiques derrière qui ont été déployés. Puis il y a aussi la motivation à jouer, qui n'est pas une motivation mais qui est simplement un peu oublier les difficultés du quotidien. Donc on voit qu'on a toutes ces motivations à jouer qui sont différentes, et en fonction de la motivation, l'impact de tel ou tel jeu sera pas forcément le même. Donc on a des motivations, on a des modalités, on a une mobilité juridique qui vont impacter tout ça. Et au-delà de ça, puisqu'on parle des jeunes, ici on parle des jeunes, on a évidemment l'environnement familial, l'environnement social, le contexte dans lequel on joue. Donc si on met un peu le focus, et c'est un peu le cœur de mon action qui est le rôle des parents, évidemment l'expérience de jeu ne sera pas du tout la même en fonction de la médiatisation qu'il y aura au sein de la famille. C'est-à-dire comment est-ce que la pratique du jeu de l'enfant, elle s'inclut ou non dans un lien avec les parents, dans une médiation avec les parents. C'est-à-dire quelle est la place et est-ce que les parents sont présents, comment est-ce qu'ils accompagnent leur enfant dans la pratique du jeu. L'accompagnement, ça veut dire pour les plus petits, est-ce qu'il y a une activité, plus grand aussi, est-ce qu'on joue avec l'enfant, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on échange, est-ce qu'on discute avec l'enfant. On est dans un contexte qui est un peu complexe parce qu'on a à la fois des jeux qui ont évolué énormément. Ces aspects motivation, modalité, mobilité juridique sont connus par certains parents, mais pas par tous. Parce qu'on est quand même dans une phase où on a des parents qui sont joueurs, mais qui n'ont pas du tout forcément les mêmes activités de jeu que leur enfant. Donc ils n'ont pas forcément une connaissance de toute cette diversité, de toute cette complexité des jeux. Et pour autant, les parents restent, et c'est important, ils ont un rôle essentiel parce que ça reste la famille, ça reste le premier lieu d'accès aux jeux vidéo. L'enfant, même si aujourd'hui il y a des jeux vidéo qui peuvent être utilisés dans le cadre scolaire, qui vont être utilisés dans le cadre extrascolaire, la première activité de jeux vidéo, elle se fait au sein de la famille. Elle se fait avec les parents, avec eux directement ou via les parents. Donc les parents, ils ont ce rôle essentiel à jouer, donc ils ont absolument besoin d'être présents parce que ça va jouer aussi sur l'expérience de jeu. Tout à l'heure, on se demandait, le thème de l'atelier, c'est à quoi jouent nos enfants en ligne. Moi, on pourrait redonner des statistiques des enfants, mais la vraie question en tant que parent, c'est à quoi joue mon enfant. Et on a mené beaucoup d'études, on questionne des parents et on s'aperçoit que finalement, les parents ont quand même une méconnaissance qui est assez incroyable sur les pratiques de jeux vidéo de leur enfant. Ils connaissent quelques jeux, sans d'ailleurs être certains que ce soit le jeu auquel ils jouent aujourd'hui. Ils connaissent des noms de jeux, ils savent qu'ils jouent à certains types de jeux, comment ils y jouent, selon quelle modalité, pourquoi est-ce qu'ils jouent à ce jeu, quelle est la motivation qu'il y a derrière. Tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui pas suffisamment connues. Et notre travail aujourd'hui, et collectivement, c'est vraiment d'expliquer aux parents qu'ils doivent investir, s'engager sur cette pratique du jeu, parce que c'est ce qui va aussi permettre cette expérience du jeu qui soit la plus positive, la plus profitable pour l'enfant, et aussi d'être dans une forme de protection, et ce que tu disais, Chani, en introduction, c'est-à-dire face à des dérives potentielles, face à des risques potentiels, ce sera beaucoup plus simple de repérer, d'accompagner, de prévenir ces risques, si évidemment on est présent auprès des enfants. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est pas suffisant et qu'il y a nécessité d'aller plus loin. Donc il y a vraiment cette dimension de place des parents qui est essentielle, à la fois dans choisir les jeux auxquels ils jouent, mais aussi simplement
comprendre cet univers, parler avec l'enfant de son expérience de jeu, lui permettre aussi parfois de verbaliser ce qu'il a compris ou ce qu'il n'a pas compris, les difficultés qu'il a eues. Et c'est sans doute la meilleure manière. Alors, moi, il s'avère que je porte le projet Pédagogeux qui est vraiment centré sur les jeux vidéo. Je travaille sur les questions de numérique et en même temps, je travaille dans une association familiale. Et on sait qu'aujourd'hui, les parents, c'est pas simple. C'est pas simple parce que les contraintes sont extrêmement nombreuses et importantes. On les sollicite beaucoup, qu'il y a une mise en avant de la responsabilité des parents qui est très importante. Et donc, on a bien conscience que ça n'est simple pour aucun parent d'aller dans cette démarche-là. Mais pour nous, pour répondre et pour conclure et répondre à ta question, l'un des enjeux majeurs d'une expérience de jeu positive pour les enfants, c'est qu'elle se fasse en lien avec les parents. Et c'est sans doute un aspect extrêmement important, même si évidemment il y a sans doute d'autres leviers à mobiliser, notamment autour des modalités qui sont proposées, du lien avec d'autres aspects. Enfin voilà, il y a des aspects aussi de réglementation à imaginer, mais en tout cas les parents ont pour nous un rôle central à jouer. Merci beaucoup Olivier. Oui, effectivement, ça paraît essentiel. Et je crois qu'il faut nécessairement parler de la question de l'addiction aux jeux vidéo. Et donc Serge, en tant que psychiatre et docteur en psychologie, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cela, en particulier comment l'OMS définit le gaming disorder, quelles sont les spécificités de cette addiction comportementale chez les adolescents, et vous qui avez développé donc les balises 3, 6, 9, 12, déjà est-ce que vous pouvez nous en parler? Et voilà, ces balises qui visent à encadrer l'exposition des jeunes aux écrans, en quoi elles peuvent être utilisées pour gérer ce risque. Oui, merci beaucoup, merci de l'invitation, merci de votre présence. Alors, la question de l'addiction, évidemment, elle est incontournable, hein, puisque historiquement, c'est comme ça qu'on a d'abord désigné le fait que certains joueurs restent scotchés à leur jeu, et depuis, il y a toujours des experts qui sont attachés à cette dénomination, bien qu'elle ait été beaucoup relativisée, comme on va le voir. Alors, tout commence en fait dans les années 1990, milieu 1990, fin 1990, et les familles, les cliniciens repèrent qu'il y a des joueurs de jeux vidéo qui n'arrivent pas à décoller de leur jeu. Et à cette époque-là, le jeu qui est massivement joué par ces joueurs qu'on va dire accros, parce que le mot n'a pas de définition scientifique, c'est le jeu EverQuest. Et donc beaucoup d'entre vous, sans doute, sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais alors on désigne le fait de rester scotché à un jeu, l'EverQuest-It. C'est un petit peu comme le postfixe IT qui est utilisé dans diverses pathologies, la cystite, etc. Et donc, du coup, ça devient l'EverQuest-It. Et puis, ça pour vous montrer qu'il y a un peu de flottement. Et puis, il y a des gens qui... C'était la grande époque de la lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme. Il y a des gens qui disent, mais finalement, c'est une addiction. Et alors, le mot d'addiction entre dans le langage. Et à cette époque-là, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de smartphone. Il y a la télévision, il y a les jeux vidéo. Alors, s'il y a une addiction aux jeux vidéo à cette époque, est-ce qu'il y a une addiction à la télévision? Alors, grand débat. Hein. Et beaucoup de gens disent non, il n'y a pas d'addiction à la télévision, il y a des expériences. Pourtant, on enlève la télévision dans certains foyers, les gens ne peuvent pas s'en passer, donc on dit, voyez, il y a du craving, C-R-A-V-I-N-G, le fait de ne pas pouvoir se passer de quelque chose. Et certains experts disent, mais finalement, oui, c'est de l'addiction, puisqu'il y a du craving. Et d'autres disent, non, ce n'est pas de l'addiction, parce que c'est très compliqué de faire en sorte qu'un joueur de jeux vidéo s'arrête, mais quand il s'est arrêté, il pense très vite à autre chose. Et en fait, le craving ne dure pas très longtemps. Puis il n'y a pas de syndrome de sevrage. On n'est pas obligé d'hospitaliser la personne si la personne qui joue aux jeux vidéo, si on le prive de son jeu vidéo, alors que si on prive un alcoolique de sa bouteille, ben, comme vous savez, très vite, il risque de faire un délirium très mince. Donc, je vous rassure tout de suite, il y a bien un délirium très mince, il n'y a pas de délirium ludens quand on prive un joueur de sa console. Et donc, pourtant, il y a un syndrome de sevrage qu'on appelle psychologique, qui parfois mime un syndrome de sevrage physiologique, et donc ce qui fait que ça a entretenu le flottement quelques années. Et puis, finalement, un éclaircissement est venu, heureusement, de l'Organisation mondiale de la santé en 2018, qui a déclaré qu'il existait, dans le cas des jeux vidéo, un gaming disorder. Et comprenez bien que l'OMS n'a qualifié
n'a donné ce qualificatif gaming disorder qui peut évoluer en addiction que pour les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'addiction au smartphone, il n'y a pas d'addiction à la télé, il n'y a pas d'addiction à la tablette. Alors, gaming disorder, si vous cherchez sur le site francophone de l'Organisation mondiale de la santé, vous verrez que ce n'est pas traduit par addiction, c'est traduit par trouble du jeu vidéo. Et l'Organisation mondiale de la santé prend bien soin de préciser qu'on ne peut parler d'addiction que s'il y a déscolarisation ou désocialisation complète, déscolarisation pour un enfant, désocialisation pour un adulte, non pas de métier, depuis au moins 1 an. Donc, vous voyez, déjà, ça ne concerne pas beaucoup de jeunes, heureusement. Et l'Organisation mondiale de la santé prend aussi soin de souligner que c'est une addiction comportementale. Et alors là, il faut apporter une précision parce que l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction à la morphine, l'addiction à la cocaïne, ce sont des addictions à des substances chimiques. Et ces substances chimiques provoquent des modifications cérébrales. Or, dans le cas des jeux vidéo, on ne trouve pas ces modifications cérébrales. C'est une addiction comportementale, donc qui est liée au fait de ne pas pouvoir s'empêcher de répéter un comportement. Et cette addiction comportementale se distingue de l'addiction à une substance toxique par 2 caractères. Le premier, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique, mais il peut y avoir un syndrome de sevrage psychologique qui mime un syndrome de sevrage psychologique. C'est-à-dire un ado qui est toujours sur sa console, si on la lui enlève, il va manifester son mécontentement. Peut-être qu'il va s'énerver, il va donner un coup de pied, je ne sais pas, dans la table qui portait son ordinateur qu'on lui a enlevé, il va peut-être donner un coup de poing dans le mur, il va hurler, et puis au bout d'un moment, il va dire, puis c'est comme ça, je vais faire du skate. C'est-à-dire qu'il y a un syndrome de sevrage qui peut mimer un syndrome de sevrage psychologique, qui peut mimer un syndrome de sevrage physiologique, mais qui est uniquement psychologique. Et puis l'autre argument qui est encore beaucoup plus fort, c'est que dans le cas d'une addiction comportementale, il n'y a pas de risque de rechute. Enfin, vous savez tous que quelqu'un qui s'arrête de fumer, il ne faut pas qu'il fume une cigarette, il risque de rechuter. Tous les gens qui veulent s'arrêter de fumer le savent bien, en moyenne, il faut s'arrêter 8 fois pour s'arrêter complètement. Il y a des risques de rechute continuelle. L'alcool, même chose. Hein, voilà, les alcooliques, il ne faut pas leur verser un verre de vin. C'est cruel, parce qu'ils risquent de le boire et de rechuter. Alors que beaucoup c'est même pas besoin de faire des études. Tout le monde dans sa famille connaît des ados qui étaient accros aux jeux vidéo. Et puis à 17, 18 ans, ils s'en détachent. Et après, ils deviennent des joueurs occasionnels avec leurs enfants, avec leurs amis, ou basculent des jeux vidéo, jeux de plateau, ils alternent les deux. Et alors, il y en a quand même, effectivement, qui ne vont pas pouvoir se passer de leurs jeux vidéo à 22 ans, à 24 ans, à 26 ans. Mais là aussi, l'Organisation mondiale de la santé précise que c'est des jeunes qui ont une pathologie mentale. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les troubles associés, c'est-à-dire que si un jeune a une schizophrénie, s'il a une phobie sociale gravissime, s'il a des signes d'autisme, eh ben, l'une des traductions de sa souffrance psychique et de sa maladie mentale, ça va pouvoir, enfin dans le cas de l'autisme, ce n'est pas une, mais un signe de sa souffrance psychique, ça va pouvoir être de se scotcher à des jeux vidéo. Et puis vous avez aussi tous les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui scotchent sur les jeux vidéo pour échapper à des difficultés de la vie, à un divorce, à une séparation, à un déménagement des parents. Et il y a notamment beaucoup de jeunes qui restent beaucoup de temps sur les jeux vidéo parce que c'est une façon de conserver leurs camarades, parce que leur père ou leur mère, qui est cadre, est muté tous les 2 ans d'une ville dans une autre, ou tous les 3 ans, et du coup, ils ne peuvent pas se faire des copains à l'école parce qu'ils sont sûrs de les perdre, et ils gardent leurs premiers copains à travers les jeux vidéo. Donc en fait, quand quelqu'un reste fixé aux jeux vidéo, il faut toujours comprendre pourquoi. Hein. Et le grand spécialiste des addictions, anglais, Griffiths, a même dit qu'il ne faut jamais enlever sa console de jeu à un jour excessif, parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi il est toujours dessus. Voilà, ça c'est très important. Alors à partir de là, il y a encore des débats aujourd'hui, hein, parce qu'il y a 2 problèmes qui sont en suspens. Le premier problème, c'est que l'Organisation mondiale de la santé ne précise pas à quelle tranche d'âge s'appliquerait le gaming disorder. Or, ce qui permet de définir l'addiction, ça tout le monde est d'accord, c'est la perte du contrôle des impulsions. C'est-à-dire on a envie de faire quelque chose, en principe, on est capable de enfin quelque chose dont on sait que ça va nous faire beaucoup de mal, en principe on est capable de s'en empêcher. On ne s'empêche pas de faire des choses qui peuvent faire beaucoup de mal aux autres, sauf si on a une très bonne moralité, ce n'est pas toujours le cas, mais en principe on est capable de s'empêcher de faire quelque chose qui pourrait nous faire beaucoup de mal à nous-mêmes. Donc on a la capacité de contrôle des impulsions.
Or, on sait que chez les jeunes, la capacité de contrôle des impulsions n'est pas encore installée. C'est le problème de l'adolescence en 2 temps. C'est-à-dire que ça, les neurosciences nous ont beaucoup appris là-dessus. Au moment de la puberté, vers 12-13 ans, il y a une maturation des zones cérébrales postérieures et inférieures du cerveau. C'est-à-dire que le jeune va se mettre à rentrer dans les émotions du monde adulte, éprouver des rages phénoménales qu'il ne connaissait pas avant, les impulsions sexuelles évidemment, et tout ça va le bouleverser. Il rentre dans le monde des émotions de l'adulte. Mais l'adulte, lui, il bénéficie d'une maturation du cortex préfrontal qui lui permet de contrôler ses impulsions. Le jeune ne l'a pas, parce que le cortex préfrontal, il vient à maturation quelques années après, vers 16, 17, 18 ans. Et donc, du coup, là, il y a 2, 3 années, 4 années, qui sont les années de toutes les conneries. C'est-à-dire, les jeunes envisagent les pires bêtises, comme les adultes, qui peuvent aussi les imaginer, les rêver, les fantasmer, mais les jeunes, ils les font, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Avec en plus une très, très grande réceptivité au groupe. Si le groupe pousse un jeune à faire quelque chose, il court un très grand risque de le faire parce qu'il n'a pas le contrôle des impulsions. Donc vous voyez la difficulté à utiliser le mot addiction sans tenir compte des âges, et d'ailleurs c'est une reproche que j'ai fait à l'OMS, c'est de ne pas préciser les tranches d'âge concernées, parce qu'on ne peut pas utiliser le même mot addiction pour des gens qui ont installé le contrôle des impulsions et qui l'ont perdu, c'est la définition d'addiction, et puis des gens qui ne l'ont jamais installé, ben c'est les enfants et les adolescents. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que beaucoup d'adolescents qui jouent beaucoup, arrêtent de jouer vers 16-17 ans, tout simplement, ils ont installé le contrôle préfrontal. Si vous trouvez un psychothérapeute qui dit « je prends en thérapie tous les joueurs de jeux vidéo excessifs de 9, 10, 11, 12 ans, et soyez sûr qu'à 16 ans, ils seront guéris », c'est un escroc absolu, parce qu'en principe, sauf exception, ils guérissent tout seuls. Voilà, sauf comorbidité, sauf trouble associé. Puis pour terminer aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travaux actuellement sur la dopamine, vous avez tous entendu parler de la dopamine, et les addictologues, c'est les addictologues qui sont plus rangés du côté de l'existence d'une addiction, plaident le rôle de la dopamine, l'hormone du plaisir. En fait, la dopamine, elle est partout, elle n'est pas seulement quand on joue aux jeux vidéo, quand on a une relation sexuelle, si on voit un beau coucher de soleil, on a la dopamine, on respire le parfum d'une fleur, on a la dopamine. La dopamine, partout il y a du plaisir, il y a de la dopamine. Mais bon, les addictologues sont plutôt sur le créneau de dire tout ce qui provoque du plaisir peut provoquer de l'addiction, parce que ça entraîne une sécrétion de dopamine, y compris les jeux vidéo. Et puis vous avez quand même d'autres chercheurs, notamment Jean-Paul Tassin, qui a écrit des choses remarquables là-dessus, qui dit, lui, il suffit pas, la dopamine, ça ne suffit pas à provoquer tout seul une addiction, il faut qu'il y ait une dérégulation d'une balance entre 2 substances qui existent dans le cerveau, la noradrénaline d'un côté, la sérotonine de l'autre, et ce qu'il dit, Jean-Paul Tassin, c'est que quand cette balance normalement elle fonctionne, elle nous permet de réguler nos impulsions, et quand elle est détraquée, on ne peut plus réguler ces impulsions, d'où la dopamine l'emporte, on bascule dans l'addiction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il y a 2 choses qui dérèglent la balance noradrénaline-sérotonine, c'est la maladie mentale. Donc il ne faut pas s'étonner que des gens qui ont des troubles mentaux, en effet, n'arrivent pas à se dégager du gaming disorder et basculent dans l'addiction, c'est la définition de l'OMS. Puis Jean-Paul Tassin dit qu'il y a aussi une autre raison, c'est la consommation de substances toxiques. C'est-à-dire si vous consommez des substances toxiques, beaucoup de vin, beaucoup d'alcool, l'héroïne, la morphine, vous avez un dérèglement de cette balance, et là, vous pouvez à ce moment-là basculer dans l'addiction aux jeux vidéo. Ce fait que les gens qui en fait basculent dans l'addiction aux jeux vidéo, soit ils ont un trouble mental, soit ils ont une consommation de substances toxiques excessive, ils ont une balance noradrénaline, sérotonine dérégulée. Voilà, vous voyez un problème assez complexe en fait, qui est encore en discussion, mais en tout cas, évitez d'employer le mot addiction pour les jeux vidéo, gardez-le pour les situations extrêmes, et si vous avez un enfant qui a 20, ou un petit un neveu, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille qui a 22, 23, 24 ans est encore scotché aux jeux vidéo, là inquiétez-vous vraiment, en 14, 15 ans, les mesures éducatives, ça va, on cadre, on limite et tout, mais à 24, 25, 26 ans, ça devient très préoccupant parce qu'il y a un risque majeur qu'il y ait une consommation de substances toxiques associées que vous pouvez ignorer, ou bien un trouble mental que vous pouvez également ignorer. Donc là, il faut vraiment demander une consultation d'urgence. Voilà, j'espère pas vous avoir inquiété, parce que ça, c'est quand même les cas particuliers limités. Le reste des cas, heureusement, est dans la généralité. Merci beaucoup Serge, c'était extrêmement intéressant et on va quand même continuer un tout petit peu à vous inquiéter, je crois, en abordant la question de la protection des données personnelles. Alors c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup, Xavier, il me semble, à CNIL. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en matière de risque par rapport à la protection des données personnelles
dans le contexte. Merci beaucoup Chani et merci beaucoup à tous nos intervenants. On a beaucoup parlé de la complexité des jeux vidéo, de la complexité des mots à mettre aussi dessus sur les troubles ou sur ce que, en tant que parent, on peut constater de ce que font nos enfants devant les jeux. Et alors, depuis hier qu'on est sur le salon, sur le stand de la CNIL, on nous demande beaucoup, mais que vient faire la CNIL sur un salon des jeux vidéo? Les jeux vidéo, ça ne vous concerne pas. Ben, la CNIL, on s'occupe des données personnelles, c'est-à-dire des informations qui permettent d'identifier une personne. Et les jeux vidéo, ben, comme tout produit numérique, traitent les données personnelles des joueurs. Et donc, quelles que soient nos modalités de jeu, quel que soit le support sur lequel on joue, je pense qu'on en a pas mal parlé, hein, mais qu'on soit sur un téléphone, sur une tablette, sur un PC, sur une console, qu'on joue seul ou à plusieurs, qu'on joue à un jeu payant ou un jeu gratuit, qu'on ait créé un compte ou qu'on n'ait pas créé un compte, en jouant, on va diffuser et partager des données sur nous. Alors on peut les partager à différents types de personnes. D'abord l'éditeur, évidemment, du jeu, qui est très friand de tout ça. Alors ça peut être pour des choses qui posent aucun problème. Par exemple, améliorer le jeu, améliorer l'expérience des joueurs, se rendre compte que dans son jeu, il y a des bugs, il y a certains passages qui ne fonctionnent pas du tout, etc. Mais ça peut être aussi utilisé pour d'autres choses. Et puis, notamment, on dit tout le temps, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Effectivement, les jeux gratuits, ils ne sont jamais vraiment gratuits. Et donc, la connaissance qu'ils vont avoir sur les joueurs, cette donnée-là, on a l'habitude de dire aussi que les données sont devenues l'or noir, et bien effectivement, ces données vont permettre à l'entreprise de gagner de l'argent derrière, notamment en établissant des profils sur les joueurs, qui vont être monétisés derrière avec des régies publicitaires pour vous afficher dans le jeu, par exemple, des produits publicitaires qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc ça, on n'en est pas forcément conscient quand on joue, parce que c'est invisible. Mais même quand on joue seul sur son téléphone dans sa chambre, en réalité, on n'est pas seul, parce que l'éditeur du jeu il regarde tout ce qu'on fait, et il peut s'en servir. La deuxième chose, c'est évidemment quand on joue, là aussi seul ou à plusieurs, quand on peut créer des comptes, il y a des jeux maintenant où on peut chatter à côté du jeu pour partager son expérience avec d'autres joueurs. Et bien là, on va partager volontairement ou involontairement, selon qu'on en ait pleinement conscience ou pas, un certain nombre de données sur nous. Et c'est là où il y a des risques qui peuvent apparaître. Notamment quand on dévoile des éléments sur sa vie privée à des personnes, et on en a parlé un petit peu au tout début, où notamment quand on est sur des jeux qui peuvent être un peu violents, qui peuvent être extrêmement compétitifs, qui peuvent générer des situations des fois un peu conflictuelles entre joueurs, et bien quand on dévoile par ailleurs des informations sur soi, elles peuvent être utilisées pour des discours de haine, du cyberharcèlement, etc. Parce que dans un chat, on s'est insulté entre joueurs, et avant on s'aimait bien, je lui avais dit où j'habitais, et mon pseudo il est hyper simple pour pouvoir savoir à peu près comment je m'appelle, j'ai dit dans quel établissement scolaire j'allais, et bien il y a peut-être d'autres informations sur internet, sur d'autres types de réseaux sociaux que quelqu'un qui vous aime pas va pouvoir retrouver. Et il va se servir de tout ça pour monter des cabales. Donc là, on est après sur des systèmes de cyberharcèlement. Donc il faut faire en fait très attention à ce qu'on partage comme information. Donc nous, on a un certain nombre de conseils à la CNIL, notamment lors de la création des pseudos, quand on se crée des comptes. Et c'est valable sur les réseaux sociaux, sur les sites web et aussi sur les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on évite de mettre son nom et son prénom, même plus loin, hein, on n'utilise ni une partie de son nom, ni une partie de son prénom, mais vraiment on invente un pseudo qui ne permet pas de nous identifier trop facilement. Il y a aussi des phénomènes qui existent beaucoup de piratage de comptes,
sur tous les réseaux sociaux, mais aussi sur des comptes de jeux vidéo, qui là en plus, quand on est sur des jeux vidéo où on peut avoir des questions de monétisation, Olivier y faisait référence, hein, où on peut essayer de payer pour accumuler un certain nombre de gains ou d'atouts dans le jeu. Si vous faites pirater votre compte, eh bien, la personne peut récupérer tout ce que vous avez accumulé. Donc, ça peut être aussi problématique, ou bien elle peut lancer des messages haineux à d'autres personnes en se faisant passer pour vous. D'où l'importance du mot de passe. Donc, on évite les mots de passe 1, 2, 3, 4, évidemment. Donc, et on ne met pas sur son compte de jeux vidéo le même mot de passe que sur son compte de messagerie, le même mot de passe qu'à l'ENT par exemple, ou sur tout un tas d'autres sites. Donc on a des mots de passe différents et on a des mots de passe robustes, c'est-à-dire suffisamment longs, hein, au moins 12 caractères, lettres majuscules, lettres minuscules, caractères spéciaux, et puis on évite de mettre le nom de sa maman et sa date d'anniversaire. Parce que c'est peut-être trop facile à trouver. Et sur le site de la CNIL, vous avez un générateur de mots de passe qui vous aide à trouver des mots de passe robustes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans ces données qu'on va dévoiler sur soi, on en est d'autant moins conscient que bien souvent, on pense encore qu'il y a une frontière entre la vie en ligne et la vie hors ligne. Or, il y en a de moins en moins, voire plus du tout. Et c'est vrai que les jeux vidéo peuvent parfois quand même, pour les jeunes, apparaître comme un moyen de se recréer cet univers qui va leur être propre, complètement différent, de pouvoir, grâce à ce que proposent les jeux vidéo, vivre des vies qu'ils ne vivront jamais dans la vraie vie. Mais il faut bien avoir conscience, voilà, quand même, que quand on joue, eh bien, on est quand même qui on est, et qu'il y a un certain nombre de données sur soi qu'on va partager, qui vont être obtenues et qui peuvent nous porter préjudice dans la vraie vie. Donc, et puis, bon, je ne parle pas, hein, mais il y a toute l'économie derrière, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Serge a parlé de la dopamine. Évidemment, la dopamine, elle sert aussi cette joie qu'on ressent. Si le jeu est bien fait, eh bien, vous allez y passer plus de temps. Et si vous passez plus de temps sur ce jeu-là, ben, vous n'êtes pas sur les autres. Donc pour l'éditeur du jeu, c'est mieux en termes de concurrence, parce que vous n'allez pas chez les concurrents, vous restez chez lui. Voilà, donc tout est fait aussi. Et donc, c'est là où je disais, tout ce que vous faites dans le jeu est analysé par l'éditeur du jeu, parce que ça va lui permettre de mettre en place des mécanismes, je ne parlerai donc pas d'addiction, mais qui vont vous maintenir dans le jeu pour éviter justement le plus possible que vous en sortiez. Donc quand vos enfants aussi restent scotchés beaucoup devant des jeux vidéo, il peut y avoir effectivement des troubles, etc. Mais c'est aussi parce que les jeux sont souvent très bien faits, et les réseaux sociaux, c'est un peu les mêmes mécanismes. Hein. Tout est fait pour que vous n'en sortiez pas. Et comme l'expliquait Serge, eh bien, chez un adolescent, il n'y a pas les mêmes développements que chez un adulte, et donc il ne saura pas voir et analyser cette situation, il ne saura pas s'en protéger. Donc il faut aussi que les parents et tout le monde soit conscient de la manière dont tout cela fonctionne, et puis que ceux qui développent les jeux vidéo, à minima, respectent la loi, le RGPD, mais essayent d'avoir un peu d'éthique aussi dans le développement des jeux vidéo. Alors dans la loi, c'est la loi européenne, le RGPD, hein, qui dit que la protection des données, c'est by design, by default, c'est-à-dire que c'est dès la conception des produits qu'on va travailler sur le design pour protéger les droits et libertés des personnes. C'est valable aussi dans les jeux vidéo, et c'est peut-être un univers où c'est... Alors, les situations sont extrêmement diverses, les sociétés concernées sont aussi très diverses, etc. Mais il y a peut-être encore du travail à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup Xavier. Donc on a pu entrevoir quelques éléments de recommandation. On demandera aussi aux autres intervenants ensuite leurs recommandations. Mais avant ça, si ça vous va, on va prendre quelques... Enfin, si vous avez des questions, on va les prendre maintenant. N'hésitez pas. Même les jeunes qui sont dans la salle.
surtout les jeunes. Non, pas de questions. Ah. Je vais pas te prendre. Et du coup, dès qu'on accepte les cookies, on prête ses données personnelles au site ou les jeux vidéo, il y a un peu moins les cookies, mais dès qu'on accepte, en fait, on offre ses données personnelles à la possible revente, ce genre de choses. Alors, je prends la réponse si ça vous va. Oui, effectivement. Alors, on parle des cookies parce que sur les sites web, grâce au travail de la CNIL, c'est ce qui vous embête à chaque fois que vous vous connectez sur un site, c'est qu'on vous demande si vous acceptez ou refusez les cookies. Mais les cookies, ce n'est qu'un traceur, pas comme un autre, mais il y a beaucoup d'autres types de traceurs que les cookies. Et dans les jeux vidéo, il y en a aussi. Et effectivement, si vous acceptez, ça veut dire que vous acceptez, alors aujourd'hui, principalement un profilage qui va être utilisé à des fins d'affichage de publicité basé sur le profil qui aura été constitué. Et généralement, ces profils-là sont constitués non seulement par votre navigation sur un site, une appli, un jeu, mais aussi sur tout ce que vous avez fait en dehors de cet univers-là, sur d'autres sites, d'autres jeux, d'autres réseaux sociaux. Les meilleurs aujourd'hui, ils arrivent à faire des profils où il y a 1500 caractéristiques sur un individu. Ça veut dire qu'ils savent presque plus de choses que vous-même sur vous-même. Alors, c'est aujourd'hui ce qui finance le numérique, clairement. Ça a été déjà utilisé dans d'autres pays que la France, à des fins de manipulation dans le cadre d'élections politiques. Il y a notamment le cas des États-Unis et du Royaume-Uni qui est très connu. Il y a un très bon documentaire qui existe sur le scandale Cambridge Analytica qui vous explique tout ça, comment des profilages à l'origine faits pour afficher de la publicité se sont retrouvés pour cibler des personnes en fonction de leurs opinions politiques, soit pour les inciter à aller voter, soit pour les inciter à ne pas aller voter. Donc c'est pas juste c'est cool parce que je vais avoir une pub sur un produit que j'ai envie d'acheter, donc c'est mieux que si j'ai une pub sur un produit qui m'intéresse pas. Mais c'est que derrière vous avez des sociétés privées que en plus vous ne connaissez pas forcément, qui savent énormément de choses sur vous et qui demain pourront en faire vous ne savez pas quoi. Donc effectivement, nous, à la CNIL, on recommande plutôt de refuser les cookies, et en plus maintenant, ça prend pas plus de temps normalement de les refuser que de les accepter. Ça marche? Oui, ça c'est... Je profite de ça parce que c'est un peu ce que je disais quand je mentionnais l'équilibre entre la logique commerciale et la logique autorielle dans la façon que les jeux sont conçus. Un jeu bien sûr gratuit comme Fortnite, qui est même gratuit sur les consoles en ligne. Normalement, si tu as un Nintendo Switch ou une PlayStation, il faut payer un frais mensuel pour jouer en ligne. Mais en jouant à Fortnite, c'est gratuit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important de réfléchir, sur lequel est important de réfléchir parce que c'est vraiment la façon que certains jeux vidéo qui sont conçus par certaines logiques et ils vont dans une direction vraiment de fidélisation et de plateformisation des joueurs. Et donc, les buts vraiment du projet Fortnite, du projet Genshin Impact, vous décidez n'importe quel jeu vidéo en ligne, c'est vraiment de gagner de l'argent. Et donc, le focus principal, c'est ça. Et donc, c'est un grand dommage parce que normalement, les jeux vidéo, les joueurs, ils jouent à les jeux vidéo parce qu'ils suivent des pratiques qui sont les pratiques de ses amis ou ils sont des pratiques qui sont lancées par des influencers
Et ils ne sont pas vraiment passionnants du médium jeu vidéo. Et ils ne connaissent pas vraiment les potentiels, les plus grandes expériences qu'il y a. Et donc là, c'est un grand dommage. Et je pense que le rôle de l'école, le rôle des organisations éducatives, le rôle des parents, c'est aussi, même le rôle de la presse, des influenceurs aussi, doivent être vraiment de faire connaître des différentes expériences. Ça, c'est le point. Le point, c'est aussi d'avoir un régime médial, c'est ça, non? Là, quand on ne mange pas, non, c'est au régime. Le régime médial qu'il est vraiment diversifié. Ça, c'est aussi une très bonne pratique pour sortir un peu du mécanisme de l'addition aussi, ou de se focaliser juste sur un produit, mais aussi de voir de différentes expériences et de bénéficier aussi de différentes expériences. C'est un peu comme je vais au cinéma, mais je regarde sur les films des Avengers. Je vais me perdre beaucoup de choses très beaux, parce que je suis habitué qu'à ça, non? Merci d'avoir évoqué cette thématique, parce que j'étais un peu légère sur ça. Oui, c'est peut-être le moment de dire un mot des fameux biais cognitifs, hein, dont on parle beaucoup en ce moment. Ces erreurs de notre cerveau qui sont liées à la manière dont il est programmé, qui est censé nous aider dans les circonstances de la vie quotidienne, en nous permettant de prendre des décisions rapidement, mais parfois des décisions erronées. Et donc ces fameux biais cognitifs, ils sont étudiés depuis très longtemps dans les jeux de hasard et d'argent. Et jusqu'à Fortnite, ces biais cognitifs étaient utilisés de façon un petit peu empirique par les fabricants de jeux vidéo. Ils les connaissaient, ils en utilisaient un, deux ou trois. Et puis Fortnite, à ma connaissance, est le premier jeu vidéo dans lequel une équipe de psychologues a décidé que tous les biais cognitifs connus allaient être exploités. Et ça a donné ce jeu qui a provoqué un engouement extraordinaire. Alors comment est-ce que ces biais cognitifs sont exploités? Alors on les connaît, il y en a une petite dizaine, je vais en donner quelques-uns, et ils ne sont pas exploités seulement dans les jeux vidéo. Le plus connu, c'est le FOMO, hein, c'est Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose d'important. Voilà, et donc ça, c'est connu depuis très longtemps. Vous êtes au supermarché, il y a une voix qui vous dit, voilà, entre 16h et 16h30, il y aura une baisse considérable sur telle catégorie de produits. Bon, vous êtes capable de rester peut-être 2 heures de plus dans le supermarché à tourner en rond en attendant la fameuse promotion. Donc ça, c'est la crainte de rater quelque chose d'important. C'est l'idée qu'il faut rester très longtemps sur le jeu parce que tout d'un coup, il va y avoir une promo, il va y avoir la possibilité d'avoir des vêtements extraordinaires pour pas cher, voilà. Parce que le principe des jeux free-to-play, qui sont gratuits à l'achat, free-to-play, eh bien, c'est que, en fait, vous êtes invité à acheter constamment des produits cosmétiques pour améliorer votre présentation, pour améliorer votre sociabilité. Et comme les modes changent très rapidement, si on commence à mettre de l'argent dans les jeux free-to-play pour s'acheter un costume à la mode, pour s'acheter un pas de danse qui permet de danser devant son adversaire quand on l'a terrassé, comme la mode change souvent, ça oblige à remettre régulièrement de l'argent et des gens peuvent finalement mettre beaucoup plus d'argent dans des jeux dits gratuits que dans des jeux qu'ils auraient achetés 50 ou 60 euros parce qu'au bout de quelques années, ils peuvent en être, même parfois au bout d'un an, à 300, 400 euros. Et donc là, il y a un autre biais cognitif, hein, c'est le biais des coûts irrécupérables, c'est le fait que si vous commencez à mettre de l'argent dans un jeu vidéo, même 5 euros pour vous acheter un costume, eh bien, vous aurez beaucoup de peine à quitter ce jeu, et on rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez rester sur ce jeu parce que vous avez mis un peu d'argent, et comme la plupart des jeux sont free-to-play, vous n'allez pas passer à un autre jeu gratuit par curiosité, mais vous allez rester sur celui-là, sous prétexte que vous avez mis 5 euros. Donc, petit conseil, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui jouent à des jeux free-to-play, ce qui est probablement le cas, surtout, ne leur achetez jamais des produits cosmétiques, pas parce que ça leur ferait du mal, mais parce que ça les fixerait sur ce jeu et ça inhiberait leur curiosité d'aller voir d'autres jeux. C'est ça le plus problématique du point de vue éducatif.
Voilà, puis vous avez évidemment les fameuses loot box qui ont reçu qui ont été légiférées différemment sur les pays. C'est pour traduire par coffre à butin, boîte à butin. On n'achète non pas un vêtement, mais on achète une boîte qui est fermée, un petit peu comme les cartes à gratter dans les bureaux de tabac réservés aux adultes. On achète une boîte fermée sans savoir ce qu'elle contient. Alors, mettons par exemple que vous achetez une boîte, ça vaut 1 euro, vous en achetez 10, ça vaut 7 euros, vous en achetez 20, ça vaut 12 euros, donc c'est dégressif, vous en achetez 100, ça vaut encore moins cher à la boîte, mais vous achetez des boîtes, et puis évidemment, tout le monde vise les mêmes produits. Par exemple, dans un jeu Star Wars, tout le monde voulait l'habit de Dark Vador, évidemment, mais des habits de Dark Vador, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il y a des gens qui ont acheté des boîtes dans lesquelles ils trouvaient toujours le même habit des Marines, mais ils ne trouvaient jamais l'habit de Dark Vador. Donc vous voyez, ça c'est les loot box, la motivation par l'incertitude. Donc ça fait partie des procédés avec quelques autres qui sont utilisés depuis très longtemps dans les jeux de hasard et d'argent. Ceci dit, il faut bien comprendre, comme l'a dit Olivier, que les joueurs de jeux vidéo, ils ont heureusement beaucoup d'autres motivations à jouer que celles qui sont manipulées par les stratégies de manipulation des biais cognitifs. Donc Olivier a très bien dit, il y a un aspect de compétition, il y a un aspect d'exploration, il y a un aspect esthétique, il y a un aspect de socialisation, toutes choses absentes des jeux de hasard et d'argent. Mais quand même, c'est des procédés qui, comme vous disait Alessandro, qui est important de connaître, dont il est important de parler, parce que seules les personnes qui sont capables de comprendre comment ces jeux nous manipulent pourront prendre un peu de recul par rapport à eux. Et puis en plus, les jeux free-to-play, ils sont relayés par la plateforme Twitch, c'est-à-dire, en fait, ils sont corrélés à un système dans lequel non seulement on se fait valoir dans le jeu des produits cosmétiques qu'on a achetés, mais on se fait valoir aussi en dehors du jeu. Donc ça augmente considérablement l'aspect narcissisation importante à l'adolescent, de se mettre en avant, se distinguer du groupe, etc. Voilà, tout ça pour dire que c'est important de connaître ses biais, et puis ben voilà, de se rapprocher de la CNIL, et puis en parler en famille, voilà, parce que tellement de gens ignorent à quel point ces biais sont exploités dans les jeux vidéo, et à quel point ça oblige les joueurs à rester toujours plus longtemps, à donner toujours plus de données personnelles, et à acheter toujours plus d'objets réels ou virtuels. Il y a vraiment une puissance de manipulation des jeux vidéo qui est très importante. Merci beaucoup, Serge. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui? Alors c'est particulièrement spécifique, mais dans le côté pathologie et troubles associés notamment, je me posais la question déjà, on a conscience que dans les études très récentes en psychologie, qu'il y a un intérêt très fort pour les comportements subcliniques, donc avant les développements de pathologie, et donc les habitudes et les consommations des futurs, on va dire, patients. Et donc je me demandais, les jeux vidéo, on a vu qu'il y avait un impact sur la perception du monde, notamment, et la perception de soi et tout ce que ça peut engendrer. Et est-ce qu'il y a peut-être des études qui ont été faites sur le lien avec peut-être de futurs troubles de la personnalité qui sont pas des pathologies, mais des choses qui atteignent justement la perception de soi et de l'autre, ou pas du tout? Oui, il y en a. Alors, je me souviens d'un petit dessin humoristique, déjà très ancien, et les parents lisaient une boîte de jeux vidéo, il y avait marqué « peut provoquer des troubles de la dépersonnalisation chez les joueurs schizophrènes ». C'était un dessin humoristique, hein, mais qui disait bien que quand même le terrain est quelque chose d'important. Voilà. Alors oui, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Alors des travaux d'ailleurs sur l'influence des jeux vidéo sur la représentation de soi. Et il y a le fameux effet Proteus qui est étudié, mais il y a les publications scientifiques qui parlent de l'effet Proteus le font rarement de façon vraiment scientifique. Mais enfin, l'effet Proteus, c'est l'idée que si vous incarnez un personnage dans un jeu vidéo, eh bien, vous allez vous modifier selon ce personnage, selon les compétences de ce personnage. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux effets de majoration de vos composantes personnelles quand vous jouez. D'abord, vous créez un avatar
dans lequel vous décidez d'incarner certains aspects de soi qui vous sont plus ou moins conscients. Donc déjà, vous choisissez un avatar que vous fabriquez. Donc après, le fait de l'utiliser va peut-être vous faire aller dans le sens de ce que vous avez sélectionné. Mais si l'avatar vous est imposé, vous êtes en même temps, vous êtes de la même manière influencé par l'utilisation de cet avatar. C'est par exemple un avatar Einstein, paraît-il, permet aux joueurs d'avoir de meilleures performances en mathématiques quand ils ont arrêté le jeu. Et un avatar Freud permettrait aux gens d'avoir une meilleure capacité de compréhension de l'inconscient de leurs voisins après avoir arrêté le jeu. Alors ceci dit, il n'y a pas d'études qui montrent un effet à moyen terme, encore moins à long terme. Il ne faut pas oublier quand même que beaucoup d'études biaisées sur les jeux vidéo ont consisté à mesurer les effets chez les joueurs quand ils arrêtent de jouer. Alors que les seuls effets intéressants, c'est des effets qui peuvent perdurer. Alors après, on peut imaginer quelqu'un qui joue toujours à incarner le même personnage, mais ce n'est pas la logique des joueurs. La logique des joueurs, c'est d'essayer plusieurs possibilités, plusieurs personnages sur l'adolescence, c'est une composante d'exploration. Déjà, le jeu World of Warcraft, quand on expliquait à des psychiatres comment parler avec les jeunes qui jouaient à World of Warcraft, moi je leur disais toujours ne demandez pas aux joueurs quel est ton avatar. Il aura compris que vous ne connaissez rien à Warcraft. Demandez-lui quels sont les avatars avec lesquels tu joues et avec quel avatar préfères-tu jouer. Parce que tous les ados se créent plusieurs avatars. Donc, vous voyez, on est dans... Et en plus aujourd'hui, des avatars imposés, il n'y en a pratiquement plus. Ne serait-ce que parce que si vous êtes un homme, vous pouvez choisir un homme ou une femme. Vous êtes une femme, un homme ou une femme. Choisir les caractéristiques, nain, géant, orc, tout ce que vous voulez... et puis créatures augmentées, etc. Donc ces études de laboratoire, c'est intéressant, mais ça n'a pas de valeur démonstrative sur quelque chose qui pourrait concerner la vraie vie des joueurs. C'est plus aujourd'hui en labo qu'on fait ce genre de choses. Mais si vous êtes en psycho, il y a beaucoup de travaux très intéressants à faire là-dessus. Je vous conseille de vous y engager. Une autre question éventuellement. On peut peut-être prendre les recommandations de nos autres intervenants, enfin de tous ceux qui le souhaitent d'ailleurs. Olivier, éventuellement, on n'a pas forcément abordé la question des outils qui sont à disposition des parents, des adultes en général, qui veulent accompagner la pratique du jeu vidéo de leurs enfants. Quels sont ceux qui existent? Est-ce que vous pouvez nous les détailler et nous les préciser? Alors, je pourrais les détailler et les préciser, mais je vais essayer d'être rapide et je vous inviterai, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, à les regarder, notamment sur notre site, ceux on les présente. Peut-être juste quand même rappeler qu'effectivement, donc il y a des outils, un certain nombre d'outils qui ont été mis à disposition, mais ils s'inscrivent dans un objectif de soutenir les parents. C'est-à-dire c'est bien des outils qui doivent être à la disposition, être utiles aux parents. On pense un système de signalétique, notamment des jeux vidéo, pour choisir un jeu adapté à l'âge des enfants, mais aussi à regarder aussi le type de contenu problématique qu'il peut y avoir dans le jeu, pour se servir aussi éventuellement de la pratique du jeu de l'enfant pour aborder ces sujets, aborder ces thèmes. Il y a les outils de contrôle parentaux qui existent également. Ils sont présents sur tous les supports de jeu, les consoles de jeu, les téléphones portables, les ordinateurs, et bien paramétrés, bien utilisés par les parents, notamment, on va dire avant 11-12 ans. Ça peut vraiment être des outils qui peuvent faciliter finalement une pratique sereine au sein des familles. Alors ça suppose quand même un vrai investissement des parents, parce que un paramétrage, il n'est pas unique, il suppose de s'adapter en permanence en fonction des demandes de l'enfant, des besoins, de l'âge de l'enfant qui grandit. Donc ça suppose de toute manière un investissement des parents pour ces dispositifs de contrôle parental. C'est aussi rappeler qu'il s'agit bien le terme contrôle parental ne signifie pas, on est bien dans un outil de prévention et de protection de l'enfant. On n'est pas dans un outil de contrôle et de surveillance. Et c'est vrai que sur cette question des écrans et du numérique, on a parfois une tendance à confondre la dimension éducative, de protection et de prévention avec la dimension de surveillance, pour ne pas dire plus de flicage. Tout à l'heure, je disais, il faut s'intéresser à ce que font leurs enfants. Il ne faut pas non plus rentrer dans leur intimité en permanence et vouloir à tout moment savoir avec qui ils jouent, pourquoi, comment, sous quelle modalité. Il ne s'agit pas non plus d'être dans une intrusion permanente. Il faut quand même laisser l'enfant pouvoir aussi, notamment chez les préados, avoir aussi un peu son jardin et plutôt être dans une logique
logique d'écoute avec lui. Donc ça, ces outils-là, ils sont utiles, ils fonctionnent plutôt bien. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la signalétique du contrôle parental parce qu'on n'aura pas trop le temps. Je vous invite vraiment à aller, si vous ne le connaissez pas, regarder sur le site. Mais peut-être revenir un peu en amont sur quelques conseils en tant que parent. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut discuter autour de la pratique du jeu. Ça peut être simplement, ne serait-ce que le choix du jeu, à quel jeu mon enfant peut jouer, discuter avec lui. Et tout à l'heure, Alessandro rappelait aussi qu'on a un peu aussi un rôle. Il faut leur proposer des jeux parce que si on n'est que seulement à choisir ou à accepter le jeu auquel ils vont jouer, eux risquent de nous proposer les jeux proposés, joués par les copains, ceux qui ont fait l'objet d'une publicité massive, ceux qui sont portés par un influenceur, et donc on retombe dans ces espèces de biais où finalement tout le monde va être orienté vers le même type de jeu. Donc en tant que parent, c'est aussi pourquoi pas leur proposer des alternatives, des jeux différents, d'autres jeux plus positif, voilà, en fonction des valeurs, des thèmes, des sujets. Donc c'est aussi notre rôle quand on y choisir ensemble un jeu adapté, ça ne veut pas seulement dire valider le jeu de l'enfant, mais aussi de lui faire des propositions. Ça c'est quand même un point important. Le deuxième point, c'est effectivement pas hésiter à mettre, je crois que c'est Serge qui l'évoquait, de mettre un encadrement, un cadre éducatif. Il faut parfois savoir dire stop et non. Et même si le jeu vidéo peut apporter beaucoup, et même s'il n'y a pas d'addiction, ça va passer tout seul, il n'empêche qu'un enfant qui joue souvent, très souvent, ça peut avoir des effets à moyen terme. Ça peut être simplement de la fatigue, le fait qu'il ne fera pas d'autres activités. Et je crois qu'on a parlé tout à l'heure de régime, d'équilibre. C'est important l'équilibre aussi, c'est-à-dire que oui, il peut jouer aux jeux vidéo, il doit diversifier les jeux vidéo auxquels il joue, mais il doit aussi diversifier ses activités. Et une pratique du jeu vidéo intensif, ça veut dire souvent moins d'activités culturelles, moins d'activités sportives, moins d'activités extérieures. Alors je dis ça veut dire souvent parce que parfois les liens sont plus complexes que ça. On sait que le rapport entre l'activité de jeu vidéo et l'activité culturelle, les deux sont souvent liés. C'est-à-dire que on joue aux jeux vidéo et on a une pratique culturelle qui va être très importante parce que ça va nous ouvrir sur d'autres activités culturelles qui seront liées à l'univers peut-être des jeux vidéo de près ou de loin, mais on ne sera pas dans forcément une opposition entre les deux. Néanmoins, en tant que parent, il faut évidemment être vigilant à cet équilibre-là, à cette diététique des activités de l'enfant, écran hors écran, intérieur, extérieur, seul, en groupe, ça fait partie du rôle des parents. Également, deux points importants. Il faut aussi, en tant que parent, penser que cette pratique du jeu vidéo, elle est quand même quelque chose qui relève souvent, alors je l'ai dit, de motivation, mais il y a cette notion de plaisir, il y a cette notion de réussite. Et donc il faut aussi, en tant que parent, penser à valoriser. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que derrière l'activité de jeu vidéo, l'enfant, il a besoin aussi qu'on le soutienne, qu'on valorise ce qu'il a réussi. Et lui, dans les univers numériques, il va être souvent valorisé. Et en tant que parent, si on ne répond pas aussi à ce besoin-là, on va se mettre en distance par rapport à lui. Et ça, c'est un aspect important. Oui, un enfant qui réussit une partie de jeu vidéo, ça peut nous sembler anodin, ça peut nous sembler un détail, mais pour lui, c'est quelque chose d'important. Et donc, il faut le rappeler, lui montrer qu'on l'a bien compris. Et puis, aussi, un autre aspect qui est un aspect général en tant que parent, c'est cette question de montrer l'exemple. C'est vrai que sur les jeux vidéo, on peut penser que c'est un peu éloigné, mais on voudrait que nos enfants aient des pratiques de jeux vidéo les plus vertueuses possibles, et pensons quand même qu'on doit aussi s'interroger sur ce que l'on fait nous. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure on accompagne ses enfants dans une pratique raisonnée des jeux vidéo. Quand on est parent, est-ce qu'on a soi-même une pratique raisonnée des jeux vidéo, des écrans, etc. Qu'est-ce qu'on leur montre aussi ? C'est-à-dire tout ce qu'on ne leur dit pas, mais qu'on leur montre. Et on sait qu'il y a des effets, les parents sont souvent les premiers influenceurs des enfants, et les enfants vont reproduire ce qu'ils voient aussi. Et donc il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce que je donne à voir. Et ce ne sera pas forcément les mêmes pratiques, mais on a des cas assez fréquents où les parents nous disent « mon enfant passe son temps à jouer à sa console », et que lui, le parent passe de toute manière son temps à être sur son téléphone portable et à jouer sur des applications ou à scroller sur des réseaux sociaux. Donc en fait, on leur montre des choses et on leur demande de faire l'inverse de ce qu'on leur montre. Et ça, on sait que c'est difficile, ça ne marche pas. Donc montrer l'exemple aussi
par rapport aux pratiques de jeux vidéo. Et puis le dernier point pour nous important, c'est de ne pas hésiter à jouer ensemble. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il faut jouer avec ses enfants, il faut jouer. Et jouer aux jeux vidéo, ça fait partie des modalités de jeu possibles. On sait que c'est quelque chose qui peut être extrêmement enrichissant pour le lien entre les parents et les enfants, pour aborder un certain nombre de thèmes, pour leur proposer des jeux auxquels ils n'auraient pas forcément joué eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Donc les quelques conseils. Et puis on peut, pour encadrer, s'appuyer sur les outils de signalétique, la signalétique PEGI, et puis le contrôle parental. Merci beaucoup, c'est très complet. Alessandro, est-ce que vous pouvez nous parler des contextes éducatifs dans lesquels les jeux peuvent être utilisés? On connaît beaucoup le serious games, mais évidemment, il y a d'autres formes que le serious game. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les différents formats qui existent? Oui, merci. Et ça, c'est un peu les résultats du travail que j'ai fait avec le Conseil de l'Europe. C'est aussi de penser les jeux vidéo comme vraiment un outil, mais aussi comme un endroit de réflexion et d'apprentissage. Et donc, oui, il y a les jeux vidéo, les serious games, qui c'est un peu une utilisation un peu plus directe du jeu vidéo. Donc, c'est d'utiliser des jeux qui sont vraiment... Non, ça n'existe pas. C'est utiliser les jeux vidéo qui sont conçus directement pour un but éducatif. Donc, par exemple, il y a Minecraft Edu, il y a plusieurs des niveaux qui sont conçus pour cette plateforme qui ils peuvent être utilisés pour apprendre la chimie. Ou bien il y a des parcours qui sont conçus par National Geographic qui font vraiment les tours des habitats des animaux. C'est vraiment très, très intéressant. Mais quelqu'un ce matin a parlé d'un grand compromis des serious games qui sont des jeux qui sont conçus par des buts éducatifs et donc peut-être qu'ils ne sont pas vraiment les plus amusants. J'utilise un euphémisme, mais des fois, vraiment, ils sont vraiment peu les jeux qui ils sont intéressants dans ce sens-là, non? Mais j'ai un peu l'impression, quand je parle avec les enseignants, qu'ils aiment bien utiliser les jeux vidéo, ce type de jeux vidéo, parce qu'ils sont rassurants. Et donc, c'est vraiment très rassurant pour les adultes, pour les enseignants, savoir que les joueurs ils sont en train de faire quelque chose et c'est une expérience éducative. Voilà. Là, c'est un peu un piège parce que comme des fois l'expérience c'est pas amusant, c'est un peu boring, ennuyeux. Voilà, merci. Et la question est, est-ce que cette utilisation est suffisamment efficace pour ce que je veux faire? Là, c'est un peu une question ouverte, non? Et aussi parce que tu as parlé de la motivation à jouer. Et donc, moi, j'aime bien, quand je fais des formations aux enseignants, évoquer un morceau de Eugene Fink. C'est un philosophe qui parle du jeu, qui dit que le jeu, c'est un peu un oasis, un oasis qu'il nous donne notre présent, qu'il vraiment il relève notre attention vers la recherche compulsive de la félicité. Et le jeu, donc, il arrive comme quelque chose de dire, t'inquiète pas, ces moments-là, c'est juste toi et le jeu, et il nous relève de cette lourde, non? Et c'est une réflexion intéressante parce que on parle beaucoup de comment utiliser les jeux vidéo, de comment on peut plier les médiums et l'expérience du jeu pour des fins, pour des buts éducatifs, pour des buts qui sont déjà
conçu quand le jeu, c'est quelque chose que c'est pas vraiment difficile à plier. Non, ça suffit déjà l'expérience du jeu, des fois, pour rendre un moment significatif, un moment heureux, peut-être aussi, non? Et là, c'est une réflexion qu'il faut maintenir quand on parle d'utiliser les jeux vidéo, parce que souvent, on l'oublie dans les contextes éducatifs. Donc, il y a une utilisation directe, une utilisation indirecte, qu'il s'agit d'utiliser des jeux vidéo conçus par des motifs pas éducatifs, comme celui-là. Papers, Please, mais aussi Bury Me, My Love. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est une production française, c'est très intéressant. Et il s'agit d'une visual novel, plus ou moins, interactif, qui parle de l'échappe d'une femme dans la Syrie. Et le joueur, il est amené à répondre à les messages de la femme. Et dans la façon que je réponds à cette question, je donne des conseils. Est-ce que je dois prendre ce passage pour aller là, ou je dois attendre pour faire quelque chose pendant la soirée avec pas de lumière? Et tu vas répondre, et il y a 19 finales différents. Les plus tragiques et les plus heureux, mais c'est vraiment un jeu qui il est pris par une vraie histoire, et donc il peut amener les étudiants à parce que c'est vraiment engageant, et ils peuvent amener spontanément les joueurs à s'informer beaucoup plus sur l'histoire de la Syrie et tout ce qui est passé dans les 2015. Et donc là, c'est vraiment utiliser ce type de jeu pour faciliter ces parcours. Donc c'est quelque chose de moins sous notre contrôle, mais c'est plutôt de lancer et de connaître les bons jeux vidéo pour faciliter ces processus. Non? Ça, c'est aussi important. Et une autre utilisation, c'est l'utilisation critique. Donc, il s'agit d'utiliser les jeux vidéo, par exemple, pour amener des réflexions sur les représentations. Vous avez évoqué les thèmes des représentations, par exemple. Et là, c'est une autre réflexion intéressante, parce que dans ces cas-là, on peut utiliser n'importe quel jeu vidéo. Donc, même les jeux vidéo qui ont les représentations plus stéréotypées, plus sexualisées, plus objectifiées. Je ne sais pas si en italien ça marche, mais je ne sais pas s'il marche en français. L'objectification de la... Voilà. Et même un jeu comme Stellar Blade peut amener à des réflexions intéressantes, parce que je vais peut-être utiliser pour comparer la représentation de ce jeu vidéo, par exemple, avec la représentation des femmes et des personnages dans un autre jeu vidéo très intéressant, mais totalement différent. Donc, ça, c'est Season, A Letter to the Future. Une très bonne expérience, je vous le conseille, vous allez voir, parce que c'est vraiment intéressant. Mais ce que c'est intéressant, c'est aussi les représentations que ce jeu vidéo il va offrir. Donc, il y a une représentation, par exemple, de l'ancienneté, que normalement dans les jeux vidéo vous ne pouvez pas trouver. Il y a aussi une représentation de la protagoniste féminine qui est vraiment complètement différent des canons esthétiques. Ça, c'est la personne ici, avec les poules bleues. Donc les cheveux courts et les noirs, c'est complètement différent des standards de beauté normalement qu'on a habitué dans les jeux vidéo. Et il y a aussi une représentation de l'homosexualité qui normalement dans les jeux vidéo, ça commence maintenant à être un peu plus présent, mais normalement
c'est pas trop représenté. Et donc, l'utilisation critique, c'est vraiment d'utiliser les médiums comme matière de réflexion. Comme matière de réflexion sur le contenu, sur les représentations, mais aussi sur ses propres pratiques. Et là, on peut vraiment amener des parcours de réflexion sur ce que ça passe si j'utilise un caractère créé par moi ou créé par quelqu'un d'autre. Ce type de réflexion-là, pour moi, c'est le plus intéressant de tous parce que vraiment, c'est ouvert à plusieurs des pistes. Non? Et après, on a l'utilisation créative. On a vu pas mal d'exemples pendant cette exposition ici. Donc, il s'agit vraiment d'utiliser des jeux vidéo ou des outils conçus pour créer des jeux vidéo, comme l'atelier de jeux vidéo par Nintendo. Je pense, voilà, celui-là. Ça, c'est un outil très intéressant. Mais aussi d'utiliser des jeux comme, je ne l'ai pas mis ici, comme Baba Is You ou Zelda, le dernier Zelda, Tears of the Kingdom, qui amène les joueurs à expérimenter des parcours créatifs pour rajouter ces objectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose de très original. Même Baba Is You, c'est un autre jeu très intéressant qui s'est ouvert à plusieurs des solutions. Donc, le joueur, il n'est pas forcé à trouver la solution, mais sa propre solution. Ça, c'est très important parce que ça donne vraiment un degré de pensée latérale, pensée créative à la façon que le joueur il joue à cet jeu. Voilà. Non, pas du tout, c'est extrêmement intéressant, mais je crois qu'on va devoir rendre la salle un moment. mais je voudrais juste laisser la parole à Serge qui voulait... Alors rapidement, donc, si j'ai bien compris. Voilà, donc oui, juste pour compléter un peu ce que dit Alessandro, les Serious Games, c'est une niche. Hein. Si vous voulez utiliser des jeux pour discuter avec vos enfants, tous les jeux sont bons, parce qu'un enfant raconte... quel personnage il a choisi, quel combat il a mené, quelle stratégie il a élaboré, ça l'oblige à le formuler, donc à le rendre conscient, et puis à choisir des mots pour le dire, donc à développer sa compétence narrative. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que globalement, la question des jeux vidéo, c'est pas comment ils modifient nos représentations, parce qu'on peut très bien avoir des représentations et des comportements qui s'y opposent. On peut tous penser une chose et en faire une autre. C'est de l'ordre de la vie quotidienne. Donc l'important, c'est comment ils modifient les comportements. Et ça, aujourd'hui, il y a 3 domaines qu'on connaît. Ces capacités de faire face à l'imprévisible, parce que dans les jeux vidéo, il faut constamment faire face à l'imprévisible. C'est d'autre part le fait de développer des formes d'attention qu'on appelle distribuées, concentrées. Par exemple, avoir toute son attention concentrée sur sa base parce que l'ennemi risque de l'attaquer, mais en même temps toute son attention concentrée sur sa troupe qui va attaquer la base ennemie, donc passer constamment de l'un à l'autre, c'est les travaux de Daphné Bavelier. Et puis surtout la socialisation. Il faut comprendre qu'on est dans un pays où le système scolaire est entièrement axé sur la compétition et sur l'individualisation et sur les meilleurs résultats. Jeux vidéo, système scolaire, réseaux sociaux, même combat. En revanche, jeux vidéo, système scolaire, 2 combats opposés. Parce que dans les jeux vidéo, vous êtes constamment invité à faire des alliances, à discuter des stratégies, à travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Il a même été montré que les jeux de guerre qui ont longtemps été stigmatisés, les jeux de guerre en réseau, ont des effets importants sur les comportements collaboratifs. Aucun effet sur la violence des comportements, mais beaucoup d'effets sur les comportements collaboratifs. Voilà ce que je voulais souligner, parce qu'il ne faut pas viser des jeux spécialisés. Tous les jeux les plus communs peuvent développer ces compétences. L'important après, c'est de permettre à ceux qui y jouent d'en parler. Voilà, ça, 3, 6, 9, 12, on dit parler avec vos enfants ce qu'ils voient et font avec les jeux vidéo. Voilà, merci. Merci beaucoup. Éventuellement, Xavier, quelqu'un veut... On est bon ? Je crois qu'on va devoir conclure. Peut-être très rapidement, juste pour donner un dernier conseil, c'est d'éviter les jeux piratés. Non seulement, c'est illégal,
Mais en plus, vous risquez d'avoir des virus qui peuvent s'attaquer à votre ordinateur, à votre console, à votre téléphone, et donc vous posez bien d'autres problèmes que juste le fait d'avoir téléchargé un jeu illégal. Donc il vaut mieux éviter. Merci beaucoup. Merci Xavier, merci à tous nos intervenants pour cette conversation très riche. Et vous pouvez retrouver Pédagogeux et la CNIL sur leur stand dans l'espace sensibilisation juste à la sortie de la salle.